Bonjour à tous, donc bienvenue à l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Vous avez peut-être déjà fait un tour, notamment au bâtiment Perret, où on a donc une exposition qui présente un peu l'école et puis la possibilité d'échanger avec à la fois des étudiants, des membres de l'administration, des enseignants, voilà, et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter pendant 1 heure l'école et puis avec une partie de réponse évidemment aux questions aussi. Nous, l'école d'architecture de Paris-Malaquais, nous sommes situés dans le 6e arrondissement, comme vous le voyez, de Paris sur un site qui est assez extraordinaire, qui est le site historique de l'enseignement de l'architecture en France. Donc, ça fait plus de 2 siècles maintenant qu'on forme les architectes ou des architectes, parce qu'à un moment, c'était même le seul lieu où en fait on formait à l'architecture en France. C'est un site qu'on partage, qui a une histoire très longue, qui remonte à bien avant même la création de l'école, qu'on partage avec l'école des Beaux-Arts. Jusqu'en 1968, il y avait une seule école, et puis l'architecture en fait a pris son autonomie ou son indépendance, et donc maintenant ici il y a 2 écoles. On a une autre caractéristique, c'est que nous sommes maintenant établissement composant de l'université PSL. Au quotidien, ça change pas énormément de choses, hein. On est une école autonome avec un directeur, c'est moi-même, puis une équipe, voilà. Mais on fait partie d'un ensemble un petit peu plus vaste qui est intéressant pour vous parce que ça vous permet d'accéder à un certain nombre de services, santé, sport, accueil des étudiants étrangers. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui ont lieu et qui sont proposées à tous les étudiants de PSL. Voilà, et puis ça ouvre aussi, bon, outre le fait que qu'une université qui est prestigieuse parce que elle rassemble en fait des grandes écoles qui sont un peu leaders dans chacun de leur domaine, l'école normale supérieure, 3 écoles d'ingénieurs importantes, dont l'école des mines de Paris, des écoles d'art, le conservatoire d'art dramatique, l'école nationale des arts décoratifs qui a intégré PSL en même temps que nous. Bon, et puis après des instituts de recherche très importants, l'Institut Curie, le Collège de France, voilà, je ne vais pas tous les énumérer. Cet écosystème très large, ça doit aussi vous permettre de compléter vos études d'architecture par l'acquisition de d'autres compétences que vous mettrez en dialogue avec l'architecture. Enfin, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et donc, nous, on veut progresser vers une conception qui est assez ouverte, voilà, de l'architecture. L'architecture étant déjà, dès le départ, une discipline qui se nourrit beaucoup de toutes les autres. Mais Valentine, notamment, qui est à côté de moi, vous en parlera mieux que moi. Avant de parler un tout petit peu de la formation, bon, reparler du site de façon voilà, plus concrète. Au sein de ce grand, de cette grande emprise de 2 hectares qui est ce site Malaquais ou Bonaparte ou Beaux-Arts, que nous nous occupons cet amphithéâtre, une grande partie du bâtiment Perret, vous l'avez vu, une partie du bâtiment Murier, c'est cette cour vous avez vu peut-être cette cour, ce cloître. C'est notamment là où il y a la bibliothèque. Et puis, on a une annexe très sympathique qui se trouve à 500 mètres et qui fait aussi partie historiquement de cet ensemble Beaux-Arts et qui s'appelle le bâtiment Callot, qui est un beau bâtiment des années 30, un exemple intéressant d'architecture moderniste et qui est consacré au studio voilà, c'est des salles de studio de projet, plutôt pour les masters, hein, voilà. Et avec un rez-de-chaussée où on a créé une galerie d'architecture qui est un lieu d'expression possible pour les étudiants. Donc, on montre les travaux des étudiants et des enseignants. Et puis, on va de façon assez régulière aussi accueillir des expositions qui viennent de l'extérieur et qui vont pouvoir aussi nous intéresser et rentrer en résonance, en dialogue avec ce qu'on fait à l'intérieur d'école. Donc, on est très content de ce petit espace que vous pouvez aussi aller visiter, hein.
Hein, c'est ouais, c'est ouvert aujourd'hui. Et en ce moment, justement, on a une exposition, une très belle exposition réalisée par des étudiants qui vous montre un peu bon, ce qu'on peut faire en projet et sur un secteur des quartiers nord de Marseille qui s'appelle la solidarité. Et notamment, il y a une maquette géante qui a été réalisée par les étudiants et deux dessins au crayon géant voilà, qui sont réalisés en lien avec enfin, encadré par un artiste qui est enseignant chez nous qui s'appelle Yves Berlorget. Voilà, que vous dire d'autre avant de laisser la parole à des gens plus compétents que moi. C'est quoi la spécificité finalement de l'école Malaquais, outre le fait que c'est la meilleure école d'architecture? C'est, il y a d'abord, je pense qu'on est une école très ouverte et on encourage les étudiants à développer leur créativité, leur esprit critique. Et l'idée, c'est pas du tout de leur imposer une façon, un modèle, un modèle préconçu. Et donc, notre ambition, à partir du master en licence, c'est quand même plus cadré, mais c'est de leur donner la possibilité de construire un peu une identité et de privilégier une approche plutôt qu'une autre en architecture. Et c'est pour ça qu'on a une grande variété dans l'offre notamment de master. On est organisé en départements. Il y a 6 départements et en fait, ces départements proposent des colorations différentes et donc des façons un peu différentes d'aborder l'architecture, les problèmes architecturaux. Que vous avez un département qui va s'intéresser beaucoup aux questions de matériaux et donc il va avoir une approche qui s'intéresse aux techniques constructives, disons qu'il y a des liens assez forts avec l'ingénierie. Et puis à l'autre extrémité du spectre, vous avez un département qui va être dans une approche plus artistique, plus spéculative, qui va encourager les étudiants à inventer un peu des fictions architecturales. Bon. Et puis au centre, donc, il y a le département où Valentine enseigne, où là on fait un peu de l'architecture pur et dur, quoi. Enfin, euh, elle expliquera. Donc voilà. Donc en fait, on a beaucoup, on a une grande variété. Donc on se caractérise pas par une approche déterminée, mais plutôt par une diversité. Et on essaye d'être aussi très ouvert, très attentif aux grandes évolutions contemporaines. Et ça me permet de faire le lien avec la recherche, parce qu'on est aussi une école où il y a de la recherche. On a 3 laboratoires. Alors, ça ne vous concernera pas directement quand vous rentrerez en première année d'école d'architecture, mais c'est censé quand même avoir eu un rôle important dans la formation, parce qu'on veut que la formation, elle soit un peu irriguée par les réflexions en cours, les recherches en train de se faire. Et je pense que c'est particulièrement important à une époque où il y a des bouleversements qui sont très forts, où on a évidemment le sujet central de la crise de l'urgence écologique, qui évidemment euh, est un problème majeur pour les architectes, qui est vraiment un défi très important à relever. Et évidemment, et on a besoin aussi de la recherche pour inventer de nouvelles façons de faire. Puis évidemment, il y a toute la révolution numérique, l'intelligence artificielle, et tout ça, c'est des sujets auxquels on doit se confronter, et auxquels on doit vous confronter et vous familiariser, parce que évidemment, le monde dans lequel vous serez appelé à agir et à travailler demain sera très différent de celui qui avait cours jusqu'à maintenant. Et voilà, on doit vous donner les armes pour ça. Et le fait qu'on soit dans PSL, je pense, c'est un atout aussi. Voilà. Euh, voilà. Non, après, juste, il y a, c'est vrai que notre position hyper centrale dans Paris, et puis le fait qu'on essaye
être un peu dynamique, nous a permis de nouer pas mal de partenariats, y compris de proximité, parce qu'on est très très proche d'institutions culturelles ou scientifiques de premier plan. L'Institut de France avec l'Académie des Beaux-Arts qui a une section d'architecture, des galeries d'art. La Comédie Française, par exemple, on a une caractéristique, c'est qu'on fait beaucoup de scénographie, donc à la fois scénographie d'exposition et scénographie théâtrale. Alors c'est une approche c'est pas de la scénographie pure, mais c'est de l'architecture appliquée à la scénographie. On a dans ce cadre, par exemple, un partenariat avec la Comédie Française. Chaque année, il y a des étudiants de master qui prennent une pièce qui va se jouer à la Comédie Française et qui imaginent une scénographie pour cette pièce, une scénographie qui est concurrente à celle qui est retenue, disons, par la Comédie Française. Donc là, par exemple, cette année, c'est le Soulier de satin. Au jury, il y a le scénographe qui était aussi l'administrateur de la Comédie Française, Éric Ruff, qui commente les propositions scénographiques des étudiants et voilà, et qui peut dialoguer parce que c'est lui-même qui a fait la scénographie de la pièce. Donc ça fait partie des expériences qui sont... c'est un exemple de ce que permettent certains partenariats qu'on propose. On a aussi beaucoup de possibilités à l'international. On est une école très ouverte à l'international. Donc ça, si vous avez des questions, on pourra y répondre. Puis dernière chose, on est quand même une école relativement petite, donc un peu à échelle humaine, avec une équipe enseignante qui est particulièrement voilà, dynamique et quand même assez nombreuse. Donc, je pense que ici, on propose un accompagnement des étudiants voilà, et puis dans un esprit assez familial qui est appréciable et qui est apprécié. Enfin, j'espère que nos étudiants pourront vous confirmer parce qu'il y a ce que dit le directeur et puis ensuite, il y a ce que disent les étudiants et les enseignants. Mais enfin, j'espère qu'ils me contrediront pas trop. Donc voilà, donc bienvenue à Malaquais et bravo de vous intéresser à l'architecture à notre école et on est là pour répondre à toutes vos questions. Mais mais il y a d'abord encore des informations, il y a beaucoup de choses parce que voilà. Alors moi, je suis Sophie Bonneau, je suis chef du service des études ici à Paris-Malaquais. Je vais vous délivrer quelques informations aussi un peu plus techniques sur l'école et le déroulement des études à deux voix avec Valentine Guichardas, donc, qui est enseignante, et à trois à quatre voix avec deux étudiants qui se présenteront et qui pourront aussi vous parler de la vie étudiante, la vie associative et répondre aussi à vos questions plus spécifiques. L'idée, c'est de passer peut-être un peu rapidement sur toutes les informations pour laisser du temps à vos questions. Donc là, face à nous, nous avons les potentiels candidats et dans un autre amphithéâtre, nous ne vous voyons pas, mais vous nous voyez, a priori plutôt les parents et également à distance. Donc malheureusement, les questions, on ne prendra que les questions de la salle pour des raisons techniques. Donc voilà, préparez déjà vos questions si vous en avez pour ce moment-là. Donc l'école, en quelques chiffres, on a près de 1000 étudiants à l'école Paris-Malaquais qui se répartissent dans les promotions, des promotions qui vont entre de 120 à 170, donc autour de 150 étudiants par promotion. Chaque année, on accueille à peu près 80 étudiants internationaux dans le cadre de mobilité. Donc, ce sont des étudiants qui viennent passer un semestre ou une année à l'école et en échange, 80 étudiants de Malaquais partent également en mobilité chez nos partenaires, une trentaine de doctorants et une centaine d'étudiants en HMONP. La HMONP étant, si vous n'en avez pas déjà entendu parler, cette sixième année qui est très spécifique à la formation des architectes, puisque la profession d'architecte est donc une profession réglementée, que pour pouvoir exercer en son nom propre et signer des plans et prendre la responsabilité de la construction d'édifices, il faut être inscrit à l'ordre des architectes. Et une des conditions pour être inscrit à l'ordre, c'est d'avoir cette habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait être architecte et travailler après un master dans une agence. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est vous installer encore une fois en votre nom et signer vos plans. Pour ça, il faut cette habilitation. Voilà, pour accompagner ces étudiants, donc une équipe de 90 enseignants-chercheurs
une équipe renforcée de 200 intervenants extérieurs professionnels qui viennent plus ponctuellement dans les enseignements, donc renforcer encore ces enseignements, et une quarantaine d'agents administratifs qui encadrent, qui organisent tout cela. L'organisation des études, donc on est dans le système LMD, hein, licence, master, doctorat, très classique, la licence en 3 ans, le master en 2 ans, à l'issue duquel soit on peut continuer un parcours en doctorat, soit en HM-ONP, l'un n'excluant pas l'autre. On peut tout à fait être à la fois docteur et habilité. L'entrée dans l'enseignement supérieur, c'est la découverte du système des ECTS. Donc les ECTS, c'est les crédits européens que les étudiants acquièrent au fur et à mesure de leur formation. C'est surtout un langage commun qu'on peut avec les autres pays européens et qui en fait donne de la valeur à votre diplôme. Et donc, si vous, dans votre parcours, vous souhaitez à un moment valoriser votre diplôme dans un autre pays européen, eh bien, vous aurez une licence créditée de 180 ECTS ou un master crédité de 120 ECTS. Et ça, c'est quelque chose qui sera compréhensible pour vos interlocuteurs à l'étranger. Donc voilà, les ECTS correspondant à un nombre d'heures d'enseignement. Le doctorat et la HMO échappent à ce système. La licence, c'est donc les 3 premières années, c'est le socle de l'enseignement. Les enseignements sont encore très mis en commun, c'est-à-dire que chaque semestre est thématisé, hein. Premier semestre, ça va être la découverte du projet. Deuxième semestre, la matérialité. Troisième semestre, les questions de structure, puis l'habitat, puis le territoire, puis la transition écologique. Donc aujourd'hui, c'est le programme, le programme tel qu'il se déploie. Bon, la transition écologique n'étant pas un thème uniquement abordé en fin de licence, puisque bien sûr, c'est une thématique qui traverse tous les enseignements dès la première année. C'est un enjeu majeur et d'autant plus majeur dans l'architecture. Peut-être Glantine en parlera aussi. Mais en tout cas, la fin de la licence est dédiée spécifiquement à cette question-là. Donc tous les enseignants travaillent sur ces thématiques-là et les abordent après. Ils travaillent en équipe, hein, mais après chaque enseignant l'aborde aussi avec sa sensibilité. Mais à la fin, donc, on a une licence qui est relativement commune. Et le master, c'est le moment de la personnalisation du parcours. Donc plus on avance dans les études, plus on personnalise. On a des enseignements qu'on peut choisir. Donc il y a une offre de formation. Les enseignants voilà, proposent des choses. Il y a les départements qui vont intervenir en master et aussi donner une coloration à votre parcours. C'est la possibilité d'aménager votre parcours. Alors, il y a des possibilités de double diplôme, il y a des possibilités de double parcours, il y a des possibilités de faire une césure pour renforcer son expérience professionnelle ou pour le dédier cette année à un projet personnel. Enfin, vraiment, c'est le moment où vous, encore une fois, vous faites votre parcours. Et le point final de cette personnalisation, c'est le projet de fin d'études, qui est vraiment le projet que vous faites en Master 2, qui termine votre année. C'est le dernier jury que vous passez. Et là, c'est vraiment un sujet personnel. C'est vous qui le choisissez. Et les enseignants, à cette étape-là, vous accompagnent dans le développement du projet que vous avez choisi sur les thématiques et les aspects et les angles d'approche que vous avez choisis grâce à tout ce que vous avez appris les années précédentes. Bon, le doctorat, je reviens pas particulièrement dessus. L'habilitation, j'en ai parlé également. Peut-être je passe la parole à Valentine pour nous parler un peu des modes pédagogiques qu'on trouve dans l'école. Donc, ce qui fait un peu ce qui va faire le centre de vos préoccupations quand vous serez étudiant en architecture, c'est le projet. Le projet d'architecture, c'est 6 semestres de projet en licence et ensuite, de manière plus ou moins suivie, on va dire, au moins 3 studios de projet avant de passer votre diplôme en master. Ces enseignements-là de projet sont des enseignements qui sont extrêmement importants parce que euh, c'est par le projet qu'on ramène la complexité qui va vous être transmise dans les autres cours. Et c'est par le projet qu'on vient, on va dire, digérer toutes ces connaissances et les matérialiser dans une construction, donc dans un premier temps imaginaire, bien sûr, mais qui vous permettre de vous exercer à faire de l'architecture, tout simplement. Le projet au centre, bien sûr, et donc vous allez avoir en licence et en master des cours magistraux qui vont accompagner ce projet-là, des travaux dirigés également qui complètent les cours magistraux pour certains, donc histoire, sociologie et structure notamment.
Et ensuite, on a deux formats singuliers que sont les développements et les intensifs, qui sont des formats plus libres dans lesquels vous allez pouvoir possiblement toucher à d'autres arts ou faire des enquêtes ou faire toutes sortes de choses sont proposées à ces endroits-là. Les intensifs intercycles, notamment, vont permettre de rencontrer aussi ou de faire les choses avec d'autres promotions de licence ou de master. Ce sont des projets qui se développent sur une semaine, qui peuvent aller de la scénographie aux ateliers d'écriture à plein d'autres choses également. Ensuite, la recherche vient progressivement s'implémenter à vos études, donc en dernier semestre de licence notamment, mais ensuite plus fortement à travers le séminaire qui est développé en master et qui est sur 3 semestres chez nous. C'est une singularité de Malaquais, mais aussi une vraie politique d'école d'une certaine manière, c'est que on est persuadé que l'exercice de l'architecture est un penser-faire. Donc il y a évidemment le faire qui se développe à travers le projet et à travers un certain nombre d'expérimentations que nous cherchons à mettre en place avec vous sur la fabrication des choses aussi de manière très très concrète. C'est aussi penser les choses. Alors ce n'est pas que quand on fait du projet on ne pense pas, mais en tout cas c'est aussi un autre degré réflexif que de pouvoir remonter en généralité, remonter en théorie un certain nombre de choses. Et un architecte est nécessairement un penseur agile. Donc ces 3 semestres de séminaire vous permettent d'acquérir des méthodologies de recherche de mettre un premier pied dans ce que pourrait être un doctorat, possiblement pour certains d'entre vous. Et ensuite, nous avons aussi des stages donc, qui sont au nombre de 2 en licence, avec un stage ouvrier et un stage obligatoire d'1 mois en agence d'architecture préférentiellement. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question de savoir s'il pouvait faire des stages à l'étranger. Bien sûr, évidemment, si c'est un enrichissement pour vous et pour vos études, on vous y encourage. Et ensuite, donc un stage de master qui est un stage de 2 mois obligatoire, mais qui peut être plus long si vous le souhaitez, qui peut être à l'étranger aussi si vous le souhaitez, bien sûr. Pareil, plutôt en agence d'architecture, mais c'est un peu plus large à cet endroit-là, si vous le souhaitez. Le master est organisé autour de 6 départements. Donc, les 6 départements organisent les séminaires et ce qu'on appelle la séquence PFE, PFE, projet de fin d'études. Vous allez être amené à faire un choix à ce moment-là de vos études dans un des départements. Évidemment, vous pourrez dissocier le département dans lequel vous faites le séminaire et le département dans lequel vous faites votre projet de fin d'études. Je rentre pas dans les détails techniques, ça vous intéresse peut-être pas encore totalement. Ce qu'il faut savoir sur les départements, chacun doit pouvoir, en sortant de ses études, être architecte. La profession d'architecte est une profession réglementée. Elle implique un certain nombre de connaissances et de savoirs et de compétences qui font que nous devons avoir ce plus petit dénominateur commun, puisque si vous voulez faire de la maîtrise d'œuvre, vous inscrire à l'ordre, passer votre habilitation, il vous faudra de toute façon avoir ces connaissances. Donc notre diplôme, il est organisé autour de cette question-là. Après, ce qui n'empêche pas d'avoir ce qu'on appelle finalement une sorte d'accentuation thématique de vos diplômes. Et ces accentuations thématiques, chez nous, elles sont endossées par les 6 départements qui donc colorent d'une forme de spécialité, une spécialisation, parce qu'en tant qu'architecte, vous serez généraliste d'une certaine manière. Et donc ces 6 départements, notamment, si je prends dans l'ordre, transition va s'occuper plutôt de questions environnementales, matérielles, constructives, monde en mutation, plutôt de la grande échelle, échelle urbaine et grande échelle, théorie, histoire, projet, ça va être plutôt tourné sur des questions de pratique théorique du projet. Je les fais pas tous, voilà, j'en fais que 3 volontairement, mais vous voyez, tous mènent au diplôme d'architecture, tous mènent à être architecte avec le niveau requis de compétences pour pouvoir exercer cette profession, mais c'est des formes de thématisation plus ou moins appuyées.
Oui, juste, donc sur les stages, Valentine a présenté les choses dans les grandes lignes. Si vous avez des questions, on pourra y répondre. La mobilité internationale, je l'ai évoqué aussi rapidement. Pour rappeler, à Malaquais, on peut faire des mobilités à partir de la troisième année de licence. Donc en général, ça se fait soit en licence 3, soit en première année de master. On peut partir un semestre ou une année, soit donc en Europe avec le dispositif Erasmus+, soit l'école développe des partenariats bilatéraux avec des universités un petit peu partout dans le monde. Voilà, donc ça, c'est une possibilité qui vous est offerte. L'autre possibilité aussi, en rapport avec l'international, on l'a dit, on peut faire des stages à l'étranger. Aussi, dans la scolarité, on a un certain nombre de studios de projets, plutôt en master, qui vont s'intéresser à des terrains qui peuvent être hors de France. Et donc, il y a des voyages pédagogiques qui peuvent être organisés dans le cadre de ces studios pour aller faire un petit peu d'arpentage, de visite du terrain sur lequel vous travaillez ensuite dans le studio de projet. Donc, voilà ce qu'on peut dire aussi sur les expériences à l'international possibles à Malaquais. Je reviens un peu sur PSL et donc la question de la vie étudiante. Donc, le fait d'être intégré à PSL, c'est qu'on partage, donc on mutualise ces services donc à l'échelle de tous les établissements de PSL. Donc, on offre ainsi un service de santé ainsi qu'un service de documentation. Il y a des possibilités aussi offertes d'accès à des équipements sportifs. Depuis peu, il y a un service accueil-logement qui propose aussi un accompagnement sur cette question-là et le Welcome Desk qui s'adresse donc aux étudiants internationaux qui peuvent avoir besoin d'aide pour leur démarche administrative. C'est assez dynamique et ça se développe. Et donc, on a mentionné là aussi un nouveau pôle qui travaille sur les questions d'inclusivité, de diversité, d'équité, d'accessibilité, qui s'appelle le pôle IDEA. Voilà, la vie étudiante, c'est aussi la vie étudiante en interne. Et j'ai envie de passer un peu la parole à nos étudiants qui sont des élus, mais qui sont aussi impliqués dans les associations. On est très content à Malaquais, on a une vie étudiante très dynamique. Et je les laisse peut-être, vous avez le micro. Moi, je m'appelle Colombe et je suis en troisième année. Moi, c'est Célestin, je suis en première année de master. Et du coup, il y a plusieurs associations au sein de l'école qui vont vous permettre de mener vos études à bien, en fait, de vous aider. Il y a le bureau des étudiants, le BDE, qui va en fait organiser tous les moyens de sociabilisation pour que vous puissiez vous créer des groupes d'amis par le biais de soirées, d'apéros, mais aussi ils ont, par exemple, dans le quartier, négocié des partenariats avec des restaurants autour pour que vous payiez un petit peu moins cher vos repas. Moi, je suis au BDA, donc Bureau des Arts. Notre volonté principale, c'est de vous proposer des activités culturelles qui sont pas forcément en lien direct avec l'architecture, histoire de se changer un peu les idées aussi de temps en temps. Notre activité principale, c'est un atelier théâtre qui se tient depuis 3 ans, qui est mené par un comédien qu'on fait venir de l'extérieur pour monter une pièce sur l'année. Et on propose aussi des événements de manière ponctuelle. Le dernier, c'était un atelier de peinture sur céramique qui a été très apprécié de ce que j'ai entendu. Et on est toujours super heureux aussi d'avoir des idées des autres étudiants et de pouvoir les aider à mener des projets s'ils en ont. Donc, si vous êtes l'année prochaine, venez nous parler et nous proposer plein de choses. On est super heureux de vous entendre. Il y a le BDS aussi, donc c'est le bureau des sports. Il y a littéralement en fait un calendrier. On va venir répartir différentes disciplines sportives tout au cours en fait de la semaine. Vous pouvez aller faire de la danse le jeudi soir, faire partie de l'équipe de cheerleading pour les archipiades le samedi matin. Et l'objectif en fait est de créer des équipes pour ensuite aller défendre notre titre aux archipiades. Donc c'est le moment où toutes les écoles d'architecture vont essayer de remporter la coupe dans dans les différentes disciplines sportives. Et ensuite, l'AGEM, du coup, Association Junior Architecte de Malaquais, c'est une association qui est toute nouvelle, qui permet de faciliter l'insertion dans le monde professionnel pour les étudiants et qui, dans le cadre de certains stages ou de certaines offres d'emploi, permet aussi de faire la passerelle entre les étudiants et l'entreprise ou le dispositif d'accueil. Et ensuite, deux associations aussi qui existent depuis à peu près 1 an, qui permettent de payer moins cher. Donc, il y a la Maclac, qui est une coopérative qui se situe dans la mezzanine, là où il y a toutes les assos qui sont là toute la journée pour répondre aussi à vos questions, et qui propose du matériel duquel on a besoin pour, par exemple, faire des maquettes, à prix très réduit parce qu'ils coupent le trajet jusqu'au magasin et ils récupèrent directement les produits bruts. Ouais, en gros, et c'est très pratique parce que ça coûte vraiment moins cher et c'est directement à l'école, donc ça évite de se déplacer aussi.
La Distrib, pareil, qui ponctuellement propose des distributions alimentaires et voilà, en général, c'est plutôt cool ce qu'ils proposent. Pareil sur le thème nourriture, on a le Café Héloïse aussi qu'on partage avec les Beaux-Arts, où donc c'est des bénévoles étudiants qui, tous les midis ou quasiment, font à manger. Donc en général des sandwichs, du riz, de la soupe, des petites choses qui réconfortent. Et pareil, pas cher du tout, y compris aujourd'hui. Franchement, allez-y, c'est vraiment cool et l'ambiance est très sympa. C'est juste avant le gros escalier Melpomène en pierre. On est à droite et c'est tout droit. C'est un petit café, il y a souvent de la musique aussi. C'est assez cool. Et après, il y a le TESA, donc c'est le syndicat étudiant. L'objectif, en fait, c'était surtout de pouvoir défendre les droits des étudiants, parce qu'en fait, vous avez des droits et souvent vous n'êtes pas au courant. Ça peut vous aider aussi d'un point de vue du logement, de la bourse ou autre, et faire en fait le lien aussi des fois avec d'autres associations pour aider en fait à votre vie en tant qu'étudiant. Voilà, et donc oui, sur la vie étudiante, je disais, on est vraiment très content. Il y a, après un Covid qui avait mis un peu en berne toutes les initiatives, on a vu renaître avec beaucoup de dynamisme les associations à l'école et c'est très soutenu. Et l'idée, c'est que on voit aussi, on favorise la naissance d'autres associations. Donc Célestin le disait, toutes les idées sont les bienvenues pour créer des associations. Et d'autant plus que ça, c'est un nouveau dispositif qu'on a mis en place cette année. On valorise l'engagement étudiant. On permet de valider quelques ECTS. À la place d'un enseignement, vous venez nous expliquer, vous montrer votre projet, nous expliquer comment votre implication dans une association ou en tant qu'élu, on a des instances aussi, donc on a des étudiants qui sont élus dans les instances et qui participent à ça. Et donc comment toutes ces expériences vous permettent d'acquérir des compétences et donc on les valorise en vous donnant quelques ECTS. Ça, c'est aussi tout ce qui favorise cette vie étudiante. On met cette diapo avec quelques conseils en fait quand on envisage de faire des études d'architecture. Ça vaut pour Malaquais, je pense que ça vaut pour les études d'architecture de manière générale. Donc l'enseignement supérieur, c'est l'apprentissage de l'autonomie, il faut de la responsabilisation. C'est des études qui demandent un engagement important. Alors, on dit 1 heure de travail encadré correspond à 1 heure de travail personnel. Les étudiants nous disent que parfois c'est un petit peu plus. C'est du travail. Il faut se donner les moyens de s'engager dans ces études-là par ailleurs. L'architecture, on travaille en mode collectif. Donc, en général, vous alternez des travaux soit individuels, soit en groupe. Et donc, il faut apprendre à gérer son temps, à s'organiser. C'est la clé pour mener ses études sereinement, en évitant la fameuse charrette. Peut-être que vous avez entendu parler de ça, hein. Les études d'architecture étaient associées à cette culture de la charrette, donc les nuits blanches avant les rendus. C'est quelque chose contre lequel on s'engage. Voilà, on met fin à cette culture de la charrette et donc on vous aide, on vous accompagne pour vous organiser au mieux et que vous ne vous retrouviez pas dans cette situation. Une petite mention aussi sur le coût des études. Parfois, on nous pose la question. Les frais d'inscription, donc on est une école nationale, donc les frais d'inscription sont relativement faibles. C'est quelques centaines d'euros chaque année. Mais il y a quand même des frais associés qui peuvent être peut-être plus importants que dans d'autres disciplines. C'est le moment où vous allez vous équiper en matériel professionnel de dessin. Voilà, c'est plus le crayon et la gomme du lycée, mais donc il faut s'équiper de nouveaux matériels. Il y a l'ordinateur qui est un point clé. Alors l'ordinateur, on l'achète pas tout de suite, hein, c'est pas on attend un petit peu de savoir ce dont on a besoin, mais c'est des ordinateurs assez puissants, donc assez coûteux, parce que vous devez faire travailler dessus des logiciels de conception de plans. Voilà, les matériaux pour les maquettes aussi. Parmi les associations, on vous a cité Maclac, qui est une coopérative qui vous permet de payer un petit peu moins. On peut avoir des adhésions à des associations qui favorisent le réemploi. Et donc, c'est un budget qu'il faut prévoir. Et puis, il y a des déplacements, des sorties culturelles. Donc, bon, à moins de 26 ans en France, il y a quand même beaucoup de sorties culturelles qui sont très accessibles, voire gratuites. Mais malgré tout, ça peut être un petit budget à prévoir. Les admissions, je pense que ça vous intéresse. Je vais finir avec quelques informations là-dessus et puis on va donner du temps aux questions. L'admission en première année, elle est post-bac, elle se fait via Parcoursup. On reçoit en général entre 3 et 4 000 candidatures sur la plateforme. Nous arrivons à recevoir à peu près 750 à 760 candidats, ce qu'on a fait l'année dernière. L'année dernière, on avait 110 places offertes en première année. On en a 120 cette année et une tendance donc les études d'architecture se féminisent et donc on a une proportion, on l'a mentionné là, à peu près 70% de filles, d'étudiants sont des étudiantes.
Voilà, quelques rappels de dates, surtout pour mentionner donc la date du samedi 17 mai, donc à l'école Paris-Malaquais, c'est la date à laquelle nous mènerons les entretiens. Les entretiens se font sur place à l'école pendant toute la journée. Il y a quelques jurys qui s'organisent en distanciel pour les candidats qui n'habitent pas en France métropolitaine. Et très rapidement, ensuite, fin mai, vous avez les résultats de Parcoursup. Et pendant l'été s'engagent les allers et retours des validations, donc les candidats qui se désistent finalement et qui nous permettent d'aller chercher dans la liste d'attente les candidats suivants. Voilà, quelques mots sur l'entretien. Vous serez reçu par deux personnes, forcément un enseignant de Malaquais, qui peut être accompagné soit d'un autre enseignant, soit d'un diplômé de l'école de quelques années, qui donc du coup a une pratique en tant qu'architecte. Donc une durée de 15 minutes, ça se fait sur site, je l'ai déjà dit. On propose un exercice, donc ça veut dire qu'on vous fait venir un petit peu avant, 15 minutes avant votre heure d'entretien. Vous avez un petit temps de préparation. L'idée, c'est pas de vous piéger, c'est pas de vérifier vos connaissances. C'est un exercice qui permet surtout d'engager la conversation avec le jury, qui va chercher dans l'entretien, bah, voilà, votre intérêt pour l'architecture, votre culture générale, votre capacité à vous projeter, votre capacité de travail. Donc c'est une conversation avec le jury, mais encore une fois, Valentine pourra vous donner peut-être des compléments d'information sur la façon dont ça se passe. Une question qu'on nous pose, c'est le book. Vous pouvez venir avec un book si vous avez des travaux à présenter, des dessins ou quelque chose, des photos, quelque chose dont vous êtes fier, qui peut être en lien avec l'architecture ou pas. Mais c'est d'une part, c'est pas du tout obligatoire. Donc, si vous n'avez pas de book, on ne vous conseille pas d'en faire un à tout prix. Il ne faut pas se forcer si vous n'avez rien à montrer. Ce n'est pas grave. On ne peut pas vous le reprocher. Et surtout, si vous amenez quelque chose, le jury n'est pas tenu de le regarder. Vous ne pouvez pas reprocher au jury de ne pas avoir ouvert le book si vous en avez un. Il y a d'autres procédures d'admission. Je pense que la majorité d'entre vous ici sont intéressés par la procédure Parcoursup, donc je ne vais pas les décrire. Mais si vous êtes concerné par la dispense partielle d'études, n'hésitez pas à poser vos questions qui sont liées à cette procédure, j'y répondrai. Voilà, toutes les informations disponibles sur le site internet, sur la plaquette. N'hésitez pas à nous suivre sur Paris Malaquais. Et je termine juste la présentation avec ce petit QR code que je vais laisser afficher pendant les questions. C'est nous qui vous posons des questions sur ce que vous avez pensé des journées portes ouvertes, qui vous a le plus, ce qui vous a manqué, s'il y a des choses que vous n'avez pas trouvées. Ça nous intéresse et ça nous aide pour nous améliorer. Et je vous propose de poser des questions. On va faire circuler des micros. C'est plus pour les étudiants. Mais quelle charge de travail, enfin, quel horaire précis vous avez par jour et par semaine à peu près? Dans une semaine, tu vas avoir un jour off qui va te permettre de mieux t'organiser et de pouvoir au mieux répartir la charge de travail. Au grand maximum, tu peux commencer à 9 heures et finir à 20 heures. 20 heures, l'école ferme, tu peux plus rester. Euh, il va falloir que tu travailles le week-end, bien sûr, mais il faut utiliser du coup ce jour off pour au mieux répartir cette charge de travail et pour pas tout condenser sur le week-end, tu vois? Oui, en termes de charge de travail au global, il y aura des semaines très chargées, des semaines pas du tout chargées. Ça varie un peu. C'est presque impossible de donner une réponse très fixe sur la charge par semaine. Mais dans l'ensemble, c'est rien d'impossible, rien d'insurmontable. Ça se fait très bien en gardant une bonne santé, en dormant bien, en pouvant faire des choses à côté. C'est dur, on va pas vous le cacher, mais c'est pas impossible du tout. Faut pas vous inquiéter sur ça. Si tu es passionné, au final, ça va te plaire et tu vas même pas voir que tu travailles, tu vois. Tu vas aller à la bibliothèque juste pour profiter et ouvrir un livre, tu vois. Tu vas même plus t'en rendre compte. Euh, J'avais une question. Est-ce que après, c'est possible de travailler dans le patrimoine, dans les bâtiments historiques? Alors, tout dépend de ce dont on parle. Le diplôme d'architecte n'est pas un diplôme d'architecte du patrimoine, donc un diplôme bien spécifique. En revanche, alors il y a plusieurs choses. Euh, soit vous vous destinez à être architecte du patrimoine, et auquel cas il y a deux DSA qui existent, donc qui sont post-diplôme, qui vous permettent d'être architecte du patrimoine. Et si vous souhaitez engager encore plus avant cette question patrimoniale et être architecte en chef des monuments historiques, par exemple, ou architecte des bâtiments de France, là, il faut aller à l'école de Chaillot. Et pour aller à l'école de Chaillot, il faut avoir un diplôme d'architecte. Donc, en effet,
vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne piste de démarrage. C'est le patrimoine. Est-ce que faire une licence de droit avant l'école d'architecture en aménagement et construction, ça peut être un point bonus pour être admis? En fait, toutes les études que vous pourrez faire avant, qui sont plus ou moins en lien avec l'architecture, sont de toute façon un plus. Je pense qu'il faut que vous raisonniez de cette manière-là. Alors, je ne sais pas si votre question porte sur une question un peu stratégique d'entrer dans l'école ou pas. Si c'est le cas, oui, en effet, par les équivalents comment ça s'appelle, la dispense partielle d'études, vous pourrez ensuite recandidater dans une école d'archi par un autre biais que Parcoursup, donc ce qui est peut-être une bonne astuce pour revenir. Euh, le... Alors, sur une réponse moins sur la stratégie et plus sur l'intérêt des choses, oui, bien sûr, tout ce que vous pourrez faire qui vous intéresse, qui est en lien avec l'archi, que ce soit de la géographie, de l'histoire de l'art, des sciences, ou tout autre type d'études qui vous intéresse et que vous pouvez mettre à profit ensuite dans vos études d'archi, bien évidemment, faites-le et vous ne serez que plus intéressé et que plus intéressant dans les écoles d'architecture. Parce que tout apport de culture au sens large est un apport considérable pour les études d'architecture. Il y a aussi un gain de maturité d'une certaine manière. Là, vous sortez du lycée, donc vous allez arriver en école d'archi et c'est très bien, on vous le souhaite, bien entendu. Et si vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans d'études ailleurs, vous acquérez aussi des méthodes de travail, vous acquérez aussi votre autonomie en tant en tant que jeune adulte. Vous serez que plus à l'aise dans les études d'architecture. Bonjour. Est-ce que l'obtention d'un diplôme en architecture nous garantit d'exercer ensuite le métier d'architecte ou il est possible qu'on soit permuté, entre guillemets, dans un autre métier comme l'urbanisme ou le paysagisme, quelque chose comme ça? Alors, que vous soyez permuté de force, non. Ensuite, c'est vous qui choisissez. Si votre question porte sur la question de l'insertion professionnelle, on n'a pas trop de difficultés en général en sortant d'une école d'archi pour trouver du travail dans une agence d'architecture, par exemple. Ensuite, si votre désir, c'est de faire de l'urbanisme, vous allez plutôt chercher candidater dans des endroits qui font de l'urbanisme. Mais il y a pas de, il y a pas de- enfin, c'est vous qui choisissez, en fait. C'est vous qui faites votre propre parcours. Je voulais savoir quelles sont vos attentes pour les premières années quand vous examinez les dossiers. Il y a les deux étapes, hein. Donc, il y a l'étape pour passer des 3 000 à 4 000 candidats à 750 personnes qu'on reçoit. Donc là, c'est le dossier scolaire. À Malaquais, on regarde toutes les notes. On est attentif à vos spécialités, à vos options, dans le sens où on s'entend à ce que vous soyez bon dans vos options. Donc ça, on le regarde et on le valorise. Globalement, c'est le dossier scolaire. Après, peut-être Valentine, tu peux nous parler de ce qui est attendu, ce qui est recherché lors de l'entretien. Moi, je dirais c'est la curiosité qu'on attend. En entretien, on attend de vous que vous soyez curieux, ouvert sur le monde et que vous vous posiez des questions sur la société dans laquelle vous évoluez, que vous ayez envie de donner du sens à ce que vous allez faire plus tard. Voilà. Je- Ça n'est que mon avis, il est très général, mais posez-vous quand même cette question. Architecte, c'est un métier qui doit avoir du sens parce qu'il laisse une marque visible sur le territoire et longtemps. Donc c'est un métier conséquent, c'est un métier qui nécessite quand même d'avoir un niveau de réflexion sur la société dans laquelle on est et d'action concrète, sensible et qui a du sens. Donc on attend de vous, évidemment, que vous soyez dans un premier temps curieux, conscient. Et en première année, du coup, si vous arrivez en première année, ben, premier semestre, pareil. Et ensuite, pareil, mais un peu plus à chaque fois. Je voulais vous demander, après l'obtention d'un diplôme du coup français, est-ce que c'est facile après d'aller travailler à l'étranger? Bah, alors, ça dépend de quoi vous parlez. En tant que salarié, a priori, on a, oui, oui, en effet, beaucoup
de jeunes architectes français qui travaillent à l'étranger, en Europe ou hors Europe. C'est absolument pas un problème en termes de pratique. Après, il y a des réglementations locales, etc., qu'il faut apprendre, mais vous avez le droit d'exercer, en tout cas en tant que salarié dans d'autres pays. Si vous voulez monter votre agence, là, en Europe, il y a des équivalences d'habilitation. Hors Europe, ça peut être, ça dépend des pays, en fait. Ça peut être plus complexe. Euh, voilà, il y a des pays qui sont très très fermés. Le Japon, par exemple, même les Japonais qui sont architectes n'ont pas d'habilitation d'exercice. Ils sont très très peu à l'avoir. Donc, si vous arrivez en tant que Française en disant je peux construire des bâtiments au Japon, c'est tout autant compliqué que pour les Japonais. Voilà. Mais ça se voit un peu au cas par cas. Je me demandais s'il y avait des spécialistes de Paris-Malaquais. Alors, on l'évoquait tout à l'heure sur le juste équilibre entre projet et recherche, voilà, qui est, je pense, une singularité de l'école. La proximité avec l'école des beaux-arts, notamment, et le fait que nous soyons composantes de PSL nous pousse à être à envisager l'architecture comme étant faisant partie d'autres disciplines qui peuvent nous enrichir et que nous pouvons enrichir aussi. Donc ça, c'est cet échange permanent avec les autres disciplines est aussi une singularité. Et nous avons quelques enseignants qui sont très spécialistes de la question de la scénographie et un certain nombre de nos étudiants qui sont très intéressés par cette question. Donc c'est pas une filière articulée à proprement parler, mais vous pouvez vous frayer un chemin dans l'école de manière à être formé à la scénographie à la fin de votre cursus, par exemple. La spécialité de Malaquais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de spécialité, justement. C'est qu'on essaye d'offrir un éventail de choix qui est assez important. Et donc, voilà, vous pouvez un peu vous creuser des sujets qui sont proches de l'ingénierie, des techniques constructives, enfin, avec des articulations entre architecture et ingénierie, sciences de la construction, et puis à l'autre extrémité du spectre, vous aurez des approches peut-être soit plus créatives, soit plus intellectuelles, conceptuelles. Donc voilà, on est très attaché à cette diversité possible de pratiques et de réflexion. Voilà. Donc effectivement, il y a d'autres écoles d'architecture revendiquent un objet ou une approche spécifique de façon assez forte et nous, c'est pas le cas. Les cours magistraux, la plupart du temps, c'est sous la forme de partiels. Des fois, vous allez avoir, avant le partiel, il faut rendre genre un petit article ou quelque chose qui va compter pour 30 ou 10% de la note. Mais c'est surtout le partiel. Pour le projet, il va y avoir des rendus. Vous avez le rendu interne avec votre professeur et externe avec des gens qui n'ont jamais vu votre travail. Et du coup, il faut les convaincre alors qu'ils n'ont jamais vu l'avancée que vous avez pu faire. Pour les TD, il y a aussi des mini-rendus. La même chose, vous présentez, par exemple, en structure, vous présentez la structure que tu as créée, expliquer pourquoi, comment. La plupart du temps, ça se fait avec une maquette et une planche avec tous tes dessins. Et parfois, les rendus sont aussi sous forme d'articles ou de documents écrits qui peuvent faire plusieurs pages, notamment en recherche. C'est une quantité, en fonction des départements, qui peut être plus ou moins importante. Et pour les cours magistraux, ça arrive aussi qu'il n'y ait pas de partiel, mais un article à rendre qui fait 3, 4 pages avec des images, qui remplace les partiels du coup. Bonjour, je voulais savoir pour le logement, donc c'est une question qui s'adresse plus pour les étudiants. Est-ce que, il y a des colocations? Est-ce que chacun se débrouille? Sinon, avec PSL, vous avez accès à une offre de logement. En fait, il y en a pas mal qui, au début de la L1, ont leur petit studio et ensuite vont commencer à faire des colocs ensemble. Non, oui, sur le logement, malheureusement, on n'a pas de parc immobilier ou de partenariat spécifique avec des universités, avec des cités universitaires, enfin, pardon, des résidences universitaires. Donc, c'est à vous de trouver votre logement. Il peut y avoir un petit peu de solidarité. Je sais pas, je voyais une communication du BDE il y a quelques jours sur un appartement qui se libère. Donc, ça existe. Hein, vous pouvez imaginer des colocations, soit avec des étudiants de l'école, soit
d'autres étudiants. Et après, donc, il y a en effet ce nouveau service de logement, donc PSL, qui va vous accompagner. Alors pareil, ils n'ont pas un parc immobilier, mais ils peuvent vous aider dans vos démarches, vous orienter vers les bons acteurs, peut-être vous permettre d'éviter les pièges aussi hein, qui peuvent exister dans ce secteur-là. Mais voilà ce qu'on peut vous donner comme indication. Bonjour, c'était pour savoir s'il y avait des quotas d'admission différents pour les étudiants vivant en Île-de-France et ceux vivant en extérieur. Merci. On nous pose beaucoup la question cette année sur des quotas en fonction de l'origine géographique. Je pense que c'est des nouveaux paramétrages qui doivent exister dans Parcoursup. À Malaquais, pas du tout. Hein. Enfin, à Malaquais, dans les écoles d'architecture, je pense pas. Nous, on n'a pas du tout de critères là-dessus ou de quotas particuliers là-dessus. Et étant donné qu'on a cette procédure quand même avec un entretien d'admission, nous, ça s'organise comme ça. Donc, il y a absolument pas de pondération en fonction de l'endroit d'où vous venez. On n'a pas les statistiques là sous la main. Dans les faits, il y a un certain nombre d'étudiants chaque année qui viennent d'en dehors de la région parisienne. Alors évidemment, on a des étudiants étrangers et on est très content et on veut plutôt augmenter leur nombre. Mais dans les étudiants, disons, français ou résidents en France, on doit avoir, je sais pas, 40, peut-être 40% quand même, quelque chose comme ça, qui viennent d'en dehors de l'Île-de-France. Donc, ça, c'est effectivement des spécificités de Malaquais, des écoles parisiennes, d'avoir en fait un recrutement, disons, national, quoi. Bonjour, j'avais une question. Vous avez dit qu'il y avait une possibilité de présenter un book lors de l'entretien. Il faut qu'il soit en version numérique ou papier? Parfois, j'ai déjà pu constater que le book pouvait être contre-productif. Et la qualité de ce qui est montré, parfois, voilà, il y a des choses qui peuvent apparaître comme trop, je ne sais pas moi, naïves, enfantines. Finalement, on se dit, ah bah, le candidat, la candidate aurait mieux fait de se dispenser de nous montrer ça. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Voilà, ne vous sentez vraiment pas obligé. Bonjour, ce serait pour poser la question, est-ce que vous pensez que certaines spécialités seraient plus adaptées pour intégrer l'école Paris-Malaquais ou favoriser lors de la candidature? Aucune. Voilà, on n'écarte pas des spécialités, on favorise pas d'autres spécialités. Justement, on revendique plutôt un recrutement de profils très différents. Et donc, on est content d'avoir autant des littéraires que des scientifiques dans les promotions de première année. Donc, voilà, on donne aucun poids davantage de poids à une spécialité plutôt qu'une autre. Ah, une dernière question. Est-ce qu'il est possible de travailler et étudier en même temps? En théorie, oui. Après, on va plutôt le déconseiller. Alors, notamment en licence, où les emplois du temps sont quand même très chargés. Je ne sais pas si les étudiants veulent nous donner leur avis là-dessus. Mais on l'a dit, hein, c'est des études qui demandent beaucoup d'engagement, beaucoup de travail. Donc, si vous voulez vous garantir le maximum de réussite, si vous pouvez ne pas travailler pendant vos études, c'est autant de temps gagné et d'énergie physique et intellectuelle que vous réservez à vos études. Donc, c'est mieux si vous pouvez ne pas le faire. Après, parfois, on n'a pas le choix. Il y a des aménagements qui existent, c'est-à-dire pour des étudiants qui ont un certain nombre d'heures de travail, on peut aménager, permettre des autorisations d'absence, mais il faut quand même valider tous ces enseignements. On peut ménager du temps, c'est-à-dire qu'on peut faire sa licence avec une année de plus, son master avec une année de plus, pour se donner du temps pour valider ces enseignements. C'est possible quand on doit financer à côté. En licence, c'est compliqué. En master, l'emploi du temps s'allège un petit peu. Puis en master aussi, vous pouvez commencer à avoir la possibilité de trouver des emplois qui sont en lien avec l'architecture. Donc, on a certains étudiants qui travaillent 1 jour ou 2 jours par semaine en agence, et c'est intéressant parce que non seulement ils ont un travail alimentaire, mais en plus ça leur aide à construire leur parcours professionnel. Donc ça peut être pas mal. Au sein de l'école, tu peux travailler comme par exemple à la bibliothèque ou faire du monitorat dans les espaces de fabrication. Tu peux aussi, moi je suis preneuse de notes par exemple, je prends des notes et du coup en échange de mes notes, moi, j'ai une petite rémunération. Il y a pas mal de petits jobs comme ça que tu peux trouver à l'école. Il faut juste postuler, envoyer une lettre de motivation quand tu reçois le mail. Temps de vous remercier pour votre venue, pour votre intérêt pour notre école. Si vous n'avez pas visité encore l'exposition Bâtiment Perret, n'hésitez pas à y aller. Vous avez également le bâtiment Callot, donc n'hésitez pas à y aller
Vous verrez aussi un bâtiment dans lequel on étudie et des travaux d'étudiants. Et je vous souhaite une très bonne poursuite dans la formulation de vos vœux Parcoursup et à bientôt peut-être. Au revoir.